Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Benoît Laroche de Roussanne, pardon. Bonjour madame. Vous êtes le directeur de la direction de l'industrie de défense, qu'on appelle plus communément la DID, au sein de la délégation générale pour l'armement. Alors, cette DGA a pour mission de piloter les programmes militaires assez complexes sur le temps long, mais là, on se retrouve avec une accélération de tout l'environnement, ce qui a conduit la ministre des Armées, Catherine Vautrin, à parler d'une DGA de combat. Alors, une DGA de combat, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est, surtout quand on sait que depuis sa création en 1961, on l'a pointé régulièrement pour sa lourdeur administrative. Alors maintenant, c'est une DGA de combat. Ça veut dire quoi ? Alors une DGA de combat, c'est une DGA qui est capable justement de traiter ce continuum qui va des très grands projets qui se déroulent sur des dizaines d'années. Notamment, je pense au porte-avions La France Libre, pour lesquels les travaux ont commencé, livraison en 2038, mais nous travaillons déjà sur son démantèlement en 2090. Donc c'est une DGA qui est capable de continuer à traiter avec beaucoup de succès ces très grands programmes très longs, mais qui est aussi capable de gérer le continuum qui va jusqu'aux projets les plus rapides, à la réactivité qui est nécessaire. C'est donc une DGA qui est aussi capable d'envoyer sur le terrain au Proche et Moyen-Orient des experts en quelques jours pour aller aider les forces sur le terrain à adapter par exemple la conduite de tir du Rafale pour pouvoir utiliser le canon pour abattre des chaînes. Donc c'est ça une DGA de combat, c'est une DGA qui continue à gérer le temps très long et qui gère aussi le temps très court pour apporter des solutions concrètes. C'est une DGA qui aura 4 axes, c'est une DGA qui donc va être plus proche, plus au contact des forces. Elle l'était pas trop avant ? Elle l'était, mais on va renforcer ce contact, notamment par la création des centres experts référents, qui sont vraiment des lieux où feront se dialoguer au quotidien les forces, les industriels et les experts de la DGA. Ça avait déjà été testé dans le cadre du pacte drone, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Et donc on va amplier et développer ce contact avec les forces. C'est aussi une DGA de combat qui va être plus exigeante, plus proche des industriels, je veux dire plus exigeante à la fois sur le coût des matériels produits et plus exigeante pour imposer nos choix techniques. Donc c'est une DGA qui continue à porter le fer, si je peux dire, en bonne intelligence avec nos industriels. Et c'est une DGA qui aussi se projette sur l'Europe pour aller utiliser au mieux les dispositifs existants au niveau de la Commission européenne. Alors parlons des industriels, notamment des gros de la base industrielle et technologique de défense. Beaucoup disent oui, mais on attend les commandes pour pouvoir commencer à produire. Puis certains quand même utilisent leurs fonds propres pour inventer des choses, vous les proposer. Comment on fait au quotidien pour booster ces industriels ? Comment ça se passe ? Alors ça se passe de plusieurs façons. La première chose que l'on fait, qui est très importante, c'est de les connaître et d'avoir un dialogue régulier, exigeant et franc avec ces industriels, et pas uniquement avec les grands maîtres d'œuvre que vous citiez, que l'on rencontre beaucoup, mais notre rôle à la DID, c'est aussi d'aller rencontrer tous les autres. Des 4500 entreprises de la base industrielle et technologique de défense, nous faisons plus de 1000 visites par an. Donc on va au contact, on discute avec elles, on est capable comme ça de comprendre leurs difficultés, mais aussi de leur passer les messages, de leur expliquer ce qui va arriver, d'orienter aussi dans les filières par la diffusion de notes de relations industrielles. Bref, d'essayer de construire un ensemble de cadres qui va leur permettre de pouvoir agir avec beaucoup de confiance, parce que la visibilité, ce sont effectivement, dès que possible, des commandes, mais c'est aussi plus large que ça, c'est d'expliciter nos choix techniques, c'est d'expliciter les directions dans lesquelles on va. Et puis c'est aussi, c'est un des rôles importants de ma direction, de nous assurer que la visibilité qui est donnée aux maîtres d'œuvre par la loi de programmation militaire, par les commandes qui sont anticipées, elle déroule bien dans toute la filière et que chacune des filières vraiment vive et qu'on passe finalement d'une forme de relation transactionnelle entre les acteurs de la filière à une vraie relation partenariale. Nous sommes là pour essayer d'augmenter, d'accélérer cette transformation. Mais 4500 PME, PMI, ETI, TPE, vous arrivez à tous les contacter ? Alors, comme je vous le dis, avec 1000 visites par an, en moyenne, on les voit une fois tous les 5 ans. Oui. Ce qui est déjà... et donc, quand je dis on les voit, c'est qu'on va physiquement sur le terrain, on les rencontre. Alors après, dans ces 4500, toutes ne sont pas aussi critiques. Il y a un noyau de 1000 à 1200 critiques dont nous sommes très proches et que nous voyons vraiment régulièrement. Mais oui, on arrive à les contacter, on arrive à être proche d'elles et on arrive à tisser une relation de confiance dans la durée avec elles. C'est un des si je puis dire, des travaux faits par nos anciens depuis de nombreuses années et que nous continuons d'entretenir. Alors il faut être agile, il faut produire plus, en même temps en face, dès que les mesures sont développées. Comment on fait pour assurer une cohérence avec tous ces paramètres ?
C'est justement le cœur de la mission de la DGA et son caractère d'ailleurs assez unique en Europe ou même dans le monde, d'avoir cette entité qui est située entre les forces qui expriment le besoin et les industriels qui le réalisent et qui a une très forte composante technique. La DGA, c'est important d'avoir en tête, sur 10 700 personnes, plus des 2/3 sont dans les centres, sont des ingénieurs, des experts qui font les essais, qui testent les matériels et qui ont une capacité aussi de plus en plus à proposer eux-mêmes des solutions. Donc c'est vraiment cette capacité qu'a la DGA d'être exigeante avec ces deux partenaires que sont les forces qui expriment le besoin et les industriels, quels qu'ils soient, qui vont le réaliser, qui assure cette mise en cohérence. Et je trouve qu'un salon comme aujourd'hui montre quelle est l'importance d'avoir une DGA. Il y a énormément d'offres sur le marché, énormément de propositions qui sont faites. Comment savoir lesquelles sont bonnes, lesquelles sont nécessaires, lesquelles vont fonctionner réellement sur le terrain. C'est vraiment toute l'expertise de la DGA et c'est plus de 7000 ingénieurs experts qui permet justement de faire les bons choix dans la durée. Alors pour la première fois cette année, des investisseurs, des banques ont pris un stand et sont physiquement présents sur le salon. C'est presque une révolution, j'avais envie de dire. Comment vous le voyez comment ça signifie quoi cette présence assez inédite ? Alors, c'est une très bonne nouvelle et elle n'est pas fortuite. C'est vraiment le résultat d'un travail de fond mené avec nos collègues du ministère de l'économie depuis plus d'1 an et demi. Oui. Avec notamment un grand événement qui a eu lieu en mars 2025 à Bercy, avec les ministres à l'époque, M. Lecornu et M. Lombard, qui a lancé un travail de fond qui s'appelle le dialogue de place pour réunir les industriels et le monde de la finance pour faire connaître au monde de la finance les spécificités de la défense. Cet événement a connu une forme de conclusion il y a quelques mois avec le ministre Mme Vautrin et M. Lescure, qui ont pu conclure ce dialogue de place. Au-delà de ce dialogue de place, ce que ce dialogue a permis, c'était vraiment d'arriver à lever un certain nombre de freins psychologiques qui restaient dans la tête des investisseurs. Oui, parce que la guerre, c'est sale. Exactement. La guerre, financer les armements, c'était entre les jeux d'argent et la pornographie. Donc on a réussi vraiment à faire comprendre quelles sont les spécificités du secteur de la défense, des spécificités y compris réglementaires, mais qui sont là pour protéger tous les acteurs. Je pense au contrôle export, à tout l'environnement qui existe. Leur faire comprendre pour démystifier, pour qu'ils s'approprient l'objet, pour qu'ils en comprennent aussi les dynamiques et qu'ils en comprennent les opportunités. Donc ce travail de dialogue de place a été complété côté DGA par la création du club des investisseurs de la défense, donc une 50aine de fonds d'investissement qui sont inscrits dans ce club, avec qui nous dialoguons très fréquemment, justement pour leur faire connaître ce secteur et ce métier qu'ils ne connaissent pas. Et donc leur présence ici aujourd'hui montre que ce travail porte ses fruits et que d'une connaissance, je dirais presque livresque que nous leur avons donnée, ils veulent maintenant venir sur le salon pour avoir cette connaissance de terrain et pouvoir investir. Et peut-être un chiffre intéressant à vous donner. Oui. Depuis le lancement de ce dialogue de place dans le cadre du club des investisseurs de la défense, plus de 17 véhicules d'investissement dédiés défense et souveraineté sont en cours de création ou ont été créés pour certains, avec déjà plus d'1 milliard d'euros de fonds de premier closing et une cible à plus de 4 milliards. Donc vraiment, les choses bougent très bien et vont permettre d'apporter le financement nécessaire à notre base industrielle et technologique de défense pour à la fois accélérer, investir dans leur capacité de production, aussi investir dans l'innovation. Mais le premier euro de ces investisseurs a déjà été investi ou c'est ce dont vous me parlez, c'est en préparation ? Il y a déjà eu quelques investissements qui ont eu lieu. Il y a quelques jours, la Tour Capital, qui gère le fonds émergence, a annoncé une prise de participation dans Cerber, un acteur de la lutte anti-drone. D'autres opérations ont eu lieu ou vont avoir lieu dans les très prochains jours. Donc voilà, on est vraiment maintenant dans la phase de déploiement effectif et opérationnel de ces premiers fonds levés dans notre BITD. Oui, alors peut-être qu'il y a aussi un intérêt un peu de business pour eux. Faut pas ça se le cacher. Reste des investisseurs et ils recherchent une rentabilité, une capacité à faire fructifier l'argent qui leur est confié par leur LPs. Mais au moins on arrive à leur faire comprendre que la défense, il y a des belles thèses, il y a des belles perspectives de croissance intéressantes et surtout ce sont des objets très duaux. Dans la BITD, en moyenne, seulement 20% du chiffre d'affaires des entreprises de la BITD est pour la défense. Donc investir dans la défense, c'est en fait investir dans la technologie, dans des PME, des PIT innovantes qui vont diffuser ensuite dans le domaine civil. L'Europe est présente avec un budget qui normalement va être appelé à croître fortement. Comment est-ce que à la DID vous vous préparez à ça ? Alors d'abord, on prépare en suivant et en accompagnant de très près la constitution des textes européens, notamment dans les volets qui nous sont très chers, de souveraineté, de
qu'on appelle local content en anglais, de contenu local, c'est-à-dire 65% de contenu européen. Et on accompagne aussi, on prépare, en fait, on aide nos industriels à se préparer à être éligibles à ces fonds en préparant les justificatifs nécessaires. Et puis surtout, le plus important, c'est que, comme je vous disais dans le cadre de la DGA de combat, on se projette vers l'Europe. Un plateau Europe a été créé au sein de la DGA pour unifier sous tous les aspects qui sont nécessaires à ce que notre industrie de défense soit plus présente en Europe, soit plus capable d'aller capter les opportunités, les financements, quels qu'ils soient, allant du programme SAFE, d'emprunt préférentiel pour les États, à des programmes de subvention pour aider notre BITD à investir toujours plus. Donc on se mobilise beaucoup pour faire connaître ces outils et pour nous assurer que nos industriels soient en mesure de répondre avec beaucoup de pertinence. Et en même temps, la DGA, je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent en Europe chez nos partenaires européens, si? Non, effectivement. Non, hein. Alors, dans l'Europe élargie, la réforme du ministère de la Défense anglais a conduit à constituer un équivalent de la DGA. Donc c'est un exemple intéressant, on montre qu'on a été copié. Mais sinon, effectivement, c'est un modèle assez unique en Europe. Et donc, notamment, une anecdote assez rigolote, quand je cherche moi mes homologues dans les autres ministères, ils sont souvent répartis entre le ministère de l'Industrie ou de l'Économie et le ministère de la Défense. C'est vraiment une spécificité française d'avoir sur la longue durée une politique industrielle de défense et une DGA qui sont localisées au sein du ministère des Armées. Mais on voit que de plus en plus de ministères s'intéressent à notre modèle et veulent comprendre comment nous faisons. Donc je crois que c'est une preuve que notre modèle a du sens et a montré sa pertinence. Vous pensez qu'il aura des jumeaux un jour en Europe Alors, je ne pense pas qu'on puisse cloner, ce ne sera pas des jumeaux, mais en tout cas des frères ou des cousins, très certainement. Des demi-frères. Je voudrais juste revenir 30 secondes sur l'actualisation de la LPM, puisque des efforts ont été fléchés notamment sur les munitions. Et il y a cette société, cette SPV qui s'appelle France Munitions, avec des capitaux privés. Comment ça se passe avec donc privé, avec vous, la DGA, la DID plus précisément? Est-ce que vous êtes partie prenante dans ce montage? Alors oui, bien sûr, on est très impliqué dans ce montage depuis le début et de son annonce par le Premier ministre. Donc, nous sommes dans une phase encore de travail interministériel avec nos collègues de Bercy. L'objet de ce SPV ou de ce grossiste, quel que soit le terme qu'on lui donne, c'est vraiment d'aller, dans ce qu'on en parlait au début, donner plus de visibilité. On voit qu'aujourd'hui, nous sommes face à une industrie qui est prête à accélérer, mais qui a besoin parfois de commandes ou de signaux plus clairs sur la demande. Ouais. Et donc d'une certaine façon, cet objet sera un objet qui sera capable d'agréger à un niveau supérieur toute une demande quasi certaine, en tout cas très prévisionnelle, pour donner à notre industrie la visibilité nécessaire pour accélérer. Donc c'est bien ce sur quoi nous travaillons avec nos collègues de Bercy. Bien alors du coup, si on accélère, ça veut dire qu'on va accélérer d'ici 4 ans, d'ici la fameuse date butoir de 2030, c'est ça? Comment ça... Alors, il faut en fait qu'on accélère dès maintenant pour être capable justement d'être prêt. L'objet de France Munitions et de tous les travaux que nous menons, c'est qu'à l'horizon 2030, nous ayons une capacité en flux qui soit supérieure, qu'on soit capable de produire structurellement plus de munitions sur notre sol. Parce que pour se préparer au choc de 2030, il faut à la fois constituer des stocks, c'est ce que font les LPM, mais aussi avoir un outil industriel capable de régénérer et produire en flux, c'est ce que rappelait Madame Vautrin lors de l'ouverture du salon. Et donc le projet France Munitions, il est bien celui-là, il est de donner un signal suffisamment clair pour déclencher les investissements permettant de structurellement augmenter notre capacité de production à l'horizon effectivement 2030. Mais pour l'instant, en France, on n'a plus tellement de fabricants de munitions, en tout cas je parle de petit calibre. Comment on fait dans ces cas-là? Alors, sur le petit Parce qu'on calibre, achète à l'étranger, mais bon, si on veut fabriquer ici en France. Alors, je vais commencer par le verre d'eau à moitié plein, si vous me permettez. On a encore beaucoup de production, et c'est une spécificité de la France d'avoir pendant des années maintenu les flux et les compétences nécessaires pour produire sur le territoire national. Je pense par exemple notamment aux missiles, aux munitions les plus complexes. Oui. Sur des munitions plus simples, des choix ont dû être faits dans des périodes budgétairement plus rigoureuses, enfin plus difficiles pour les ministères des Armées. Mais ces choix sont réversibles et c'est bien tout l'objet sur petit calibre de l'appel d'offres qui est en cours, qui devrait bientôt aboutir, pour faire appel au marché pour réimplanter sur le territoire national une capacité de production de munitions de petit calibre parce que c'est effectivement une condition nécessaire de souveraineté et on le fait sur l'ensemble des filières. Je pense notamment à la poudre et au Eurenco, nous sommes juste en face de leur stand à Bergerac il y a un an, relocalisation ou plutôt pour être précis duplication de la capacité de production sur le territoire national. Donc c'est vraiment une stratégie que nous menons de bout en bout. Et donc l'appel d'offres, il doit se clore quand, là, par exemple? Dans les semaines qui viennent, ça devrait être annoncé. D'accord. Et donc après, on peut imaginer que d'ici un an et demi,
on puisse voir apparaître une chaîne de production? Et l'objectif, c'est effectivement, enfin c'est bien le sens de l'appel d'offres, qu'un industriel vienne implanter une chaîne de production sur le territoire national pour fournir les besoins de nos forces dans la durée. Qu'est-ce que vous retenez de cette édition 2026? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement frappé cette année? Ce qui me frappe, c'est la multiplication, l'ouverture vraiment de l'industrie de défense, avec beaucoup de pays nouveaux qui viennent avec des propositions très intéressantes, technologiques, donc une accélération des cycles pour tout le monde, une accélération de l'intensité de la compétition, de la concurrence à l'échelle mondiale, et donc la nécessité de continuer à bouger et à accompagner le BITD pour ne pas que la France perde sa place de deuxième exportateur mondial. Donc voilà, un sentiment d'urgence exigeante. Et je crois qu'il y a 86 entreprises ukrainiennes cette année. Est-ce que vous, dans votre fonction à la DID, vous êtes en lien avec elles ou pas du tout? Alors, dans nos fonctions, on a une task force Ukraine qui pilote tout ça au sein de la DGA, mais dans notre fonction, effectivement, nous sommes là pour aider, pour accompagner, pour promouvoir des partenariats entre la BITD française et la BITD ukrainienne, sous toute forme que ce soit que de promouvoir nos sous-traitants, nos composantiers français pour venir aider la BITD ukrainienne et leur fournir des clés technologiques dont ils ont besoin, ou à l'inverse, pouvoir s'inspirer de ce qu'ils font, créer des joint ventures. Donc nous sommes là pour aider nos industriels à trouver les bonnes portes d'entrée et les bons partenaires pour que collectivement nous soyons plus forts. Benoît Laroche de Roussanne, merci infiniment de votre temps et merci à vous et bon salon. Merci beaucoup.